Et oui, c'est l'heure du grand jury. Bienvenue à toutes et à tous. Ancien ministre, homme politique, expert international. Docteur Ahmed Sow est notre invité de ce jeudi. Docteur, merci de cette deuxième comparution devant le grand jury. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire, de vous exprimer toute ma satisfaction d'être avec vous. Même si on a toujours peur d'être devant un jury. Justement, avec moi pour vous interroger ce soir, Eladji Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et Abdraman Keita du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Docteur, déjà une réaction quant à la composition du jury? Oui, ça me va bien. C'est deux jeunes frères brillants, Oui. Qui sont sans concession, ça je le sais, qui ont un langage direct et qui interpellent sans embâche. Donc je pense qu'on aura un bon débat ouvert et c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui, qu'on débatte franchement de l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour essayer d'envisager des solutions de sortie de crise. Chana, quelles sont vos attentes? Mes attentes, comme toujours, c'est de nous dire ce qui est, qu'il partage son analyse de la situation actuelle avec nous et les téléspectateurs et éventuellement qu'il formule des propositions parce que c'est un homme expérimenté, un homme extrêmement courageux. Dans ce pays, nous avons des intellectuels, des universitaires, des anciens ministres, mais qui refusent le débat. C'est le débat qui fait progresser un pays. Nous avons besoin des intellectuels, des hommes politiques pour qu'ils se battent. Il fait partie de ces rares personnalités qui acceptent le débat. Déjà, sur ce, vraiment, je pense qu'il mérite nos félicitations et nos encouragements. Par anticipation, hein? Par rapport à cette attitude, non par rapport au fond. Ça, c'est la forme. On en viendra au fond. Effectivement, je suis, comme Chana Dorj, déjà émerveillé par sa disposition. Vous étiez absent lors de la première comparution. Au dialogue, ouais, je n'étais pas là. Je me rappelle à Caille, à l'époque où il comparaissait ici. D'ores déjà, je dis vraiment, j'apprécie à sa juste valeur sa disposition au débat. Et il l'a dit, mon confrère à côté, ce ne sont pas tous les cadres de ce pays-là qui se prêtent à ce jeu. Et il vient de le dire, avant même qu'on ne dise nos attentes, je pense qu'il a anticipé nos attentes. Nos attentes, c'est vraiment de débattre pour que l'opinion, que le public, l'auditoire comprenne mieux les enjeux et cerne mieux les choses, l'actualité et tout ce autour de quoi cette actualité tourne pour le plus grand bien de l'information et de la formation et de l'éducation du public malien. Justement, avant d'ouvrir les échanges sur les questions d'actualité, Chana, vous avez une question de généralité? Une question de généralité. Aujourd'hui, il y a eu la pose de la première pierre d'une nouvelle usine de filature. Nous sommes un pays qui est très pauvre en industrialisation, avec, entre guillemets, le nationalisme en cours au Mali. Est-ce que vous pensez que notre pays peut s'inscrire dans une politique d'industrialisation sur la base de ce que nous cultivons, nous produisons ici même au Mali, parce que vous avez été quand même ancien ministre des Mines, vous êtes spécialiste des énergies renouvelables. Est-ce que nous avons les moyens et les compétences pour aller vers une industrialisation de notre pays? Alors, il est vrai que l'industrialisation ne se décrète pas. Elle nécessite un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait, premièrement, un cadre macroéconomique intéressant.
il faut qu'il y ait des infrastructures, notamment d'énergie et de transport, qui sont très importantes. On a un code d'investissement qui est attractif. Il faudrait maintenant aussi rassurer les investisseurs sur les questions de sécurité qui peuvent beaucoup défavoriser le Mali actuellement. Ceci étant, il est rare d'avoir du développement sans industrialisation. Ce sont les industries qui créent la richesse, ce sont les industries qui créent les emplois. Donc nous avons un certain nombre, notamment dans le secteur agricole, de production qui méritent d'être transformées sur place et consommées par les Maliens. Ok. Abdraman. Et tu me permets avant de donner la parole à Abdraman, allez-y très rapidement. parce que la semaine passée, Oui. j'ai passé derrière Bramali. Il y a une usine de filature qui est laissée, c'est-à-dire que c'est devenu un endroit où se promènent les animaux. Et on crée une autre usine encore qui concerne cette filature. Est-ce à dire que cette usine de filature dont vous savez quelque chose, est-ce à dire qu'elle est morte de sa plus belle mort? Peut-être la question fondamentale, est-ce que c'est une initiative étatique d'abord cette C'est privé. usine? Oui, si C'est privé. Non. Une industrie ne peut pas être étatique aujourd'hui avec le libéralisme. C'est vraiment privé. Donc est-ce que l'autre usine est morte de sa plus belle mort? Non, disons que je vois de quoi vous parlez. C'est une filature. Et il est extrêmement important que nous valorisons notre coton. Vous savez, le coton malien, nous sommes un des plus grands producteurs africains de coton, un des tout premiers exportateurs. Et le coton malien est transformé en moins de 5%. Et l'idée, c'est que de coton fibre, on passe au fil, disons au filet. Et ces cotons, déjà en le transformant en fil, on arrive à ajouter plus de 50%. Alors le problème qui s'est passé avec cette unité industrielle est Fitna. que, voilà, quand ça a été lancé, ça coïncidait avec la crise en Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait que le port d'Abidjan était fermé, il y a une partie des équipements automatiques qui ont été bloqués pendant plus de 8 mois. Et donc, en plus de ça, l'un des principaux débouchés était justement une usine ivoirienne, Cotivo, qui a fermé entre-temps. Donc, le résultat, la production n'a pas véritablement démarré. Il y avait un peu de filet qui était produit et même les Mauriciens étaient intéressés par acheter, mais malheureusement, les circonstances ont fait que l'usine a démarré dans des conditions extrêmement difficiles et c'est ce qui explique qu'elle est chaude. Mais ceci étant, ça c'est une unité qui mérite d'être réhabilitée et relancer la production. D'accord. Allez-y, Abdraman. Effectivement, il a marché sur la langue en évoquant le mot fitna. L'aventure, ça me rappelle l'aventure fitna, au cœur de laquelle vous vous êtes trouvé à un certain moment, avec des accusations, si je ne m'abuse, de conflit d'intérêts. À l'époque, je ne vais pas vous demander l'issue de cette histoire, parce que je pense que ça devrait être une histoire morte de sa belle mort. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette aventure-là qui n'a pas marché, de fitna? Bon, alors que vous étiez à la CDE à l'époque. Oui. Ouais, effectivement, et vous avez beaucoup œuvré au financement qui ont permis à cette usine-là de... Pas seulement à cette usine. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des industries maliennes qui se sont créées, ou même des services comme l'hôtellerie, etc., je pense que j'ai essayé, de par ma position, d'aider les entreprises maliennes. C'est ce qui m'a été reproché. En fait, on a pensé que j'ai profité de ma position pour drainer trop de financement vers le Mali. Et bon, il y a eu des comparaisons en disant, regardez ce que le Mali reçoit du CDE, comparez ça à ce que le Nigeria reçoit. Donc, voilà, il y a un certain favoritisme, etc. Bon, vous savez, les statistiques sont les statistiques. Et il est vrai que des fois, les Maliens ont bénéficié d'assistance du CDE, parce que tout simplement, le directeur était CDE. Des fois même, je n'étais pas au courant, parce que lorsque un collaborateur reçoit une requête du Mali, pour faire plaisir. Voilà, il fait vite pour le traiter. Bon, donc... les Sénégalais le font pour qu'on ne les reproche pas, partout dans les institutions internationales. Il y a une solidarité. Alors que ici, moi, on se détruit. Voilà, on se détruit, on te jette en pâture. Heureusement que, bon, voilà, les choses ont été établies.
J'espère que vous n'en voulez à personne aujourd'hui. Non, moi je ne m'arrête pas à Bon, ça. Allez-y. La deuxième fois, puisque vous avez été aussi au cœur du PDS. Je ne parle pas du parti PDS, mais du programme. On vous prête d'avoir été au cœur du PDS. Et on sait comment le régime a été, a terminé. Vous vous rappelez, alors que vraiment vous étiez au cœur de la politique de l'État à l'époque. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi avec le PDS pour que ça finisse comme ça, comme peau de chagrin? Il était un des principaux rédacteurs du document. Concepteur du document. En tout cas, on lui prête d'avoir été principal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, bon, déjà, un peu de rappel. Effectivement, quand j'ai été nommé directeur général du CDE, le président ATT a tenu à se déplacer personnellement pour venir me féliciter. Parce que c'était la première fois qu'un Africain arrivait à la tête de cette institution. Donc il est venu me féliciter. On a parlé et il m'a dit, bon, tu n'as plus rien à démontrer ici. Là, tu as passé l'essentiel de ta carrière. Maintenant, il faut penser à ton pays. Et c'est sur ce que je lui ai dit, bon, écoutez, je serai à Bamako à la fin de l'année et on pourrait approfondir la discussion. Il m'a dit, bon, je t'invite au palais pour venir, pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Je suis venu, je suis resté au palais, je crois, 3 semaines et quelque chose. Et chaque soir, ATT venait, il discutait avec moi, il m'a parlé de toute sa vie, de tout son parcours. De tout son parcours, et jusqu'à son premier mandat, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'il aimerait faire si les Maliens lui font confiance pour un deuxième mandat. Oui. C'est sur la base de ça que moi j'ai pris la plume pour proposer ce projet et que le président a utilisé comme son projet de société pour l'élection de 2007. Alors, maintenant, vous savez, il y a un grand problème au Mali sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse. C'est le choix des hommes. Parce qu'on peut faire les meilleurs projets du monde. Pour revenir dans l'actualité, on peut se réunir dans les assises nationales de la réconciliation, on peut prendre de très belles résolutions. S'il n'y a pas les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, on ne pourra pas aller loin. Je crois que une des choses qui nous est arrivée était que c'est assez difficile, on n'avait pas de méthode réelle pour choisir les hommes. Alors, donc, c'était un peu par intuition et on s'est retrouvé avec un nombre assez élevé de cadres qui n'étaient pas à hauteur. Moi, j'en ai tellement tiré l'enseignement que lorsque le président Ibeka est arrivé au pouvoir, et je parle sous son contrôle et sous celui de ses proches, la première chose à faire, je lui ai fait une note pour lui dire, voilà pour moi ce qu'il faudrait faire pour que vous ayez des hommes, parce que la réussite de votre mandature va dépendre de la qualité des hommes à qui vous conférez les responsabilités. Et je lui ai fait ce papier-là. Il m'a dit de donner à M. Kassa Traoré. Vous pensez qu'ATT a mal choisi ses hommes pour mener... Alors, le choix des hommes, ça se passe comment? C'est-à-dire que moi, j'ai préconisé un système... Avant de revenir sur ça, est-ce que vous pouvez continuer par rapport à Ibeka, là, pour qu'on puisse comprendre ce que vous avez dit à Ibeka? Peut-être en 30 secondes. Oui. Je réponds à qui? Oui, allez-y, vous finissez avec... Oui. Non, Ibeka, je lui ai préparé une note dans laquelle je lui ai dit que, d'abord, que l'objectif est d'arriver à avoir une base de compétences nationales. Et que pour cela, je le suggère de demander à toutes les formations politiques et à toutes les associations de la société civile de lui donner le nom de 5 experts, de 5 cadres à qui ils pensent que, c'est des cadres qui pouvaient servir le Mali à différents niveaux. Et que même s'il avait 2000 CV, mais qu'il soit dit que ces CV soient véridiques, parce que si on contrôle qu'il y a un mensonge, la personne est rayée durant tout le mandat. Donc, je l'ai dit, une fois que vous aurez ça, vous pouvez faire venir un cabinet international avec un cabinet malien qui va essayer de faire le profiling des candidats et qu'on vous tire une base de compétences de 200 cadres. Maintenant, vous, en tant que président de la République, vous pouvez dire, pour nommer mon ministre de la Défense, je n'ai pas besoin de résider dans une liste, mais pour d'autres postes, notamment les postes techniques sur lesquels... Ce conseil n'a pas été écouté par Ibeka?
Bon, j'ai vu le premier gouvernement, c'était loin. Allez-y, Abdraman. Non, c'est bon, je voulais tout juste pour qu'il Allez-y, reconnaisse Abdraman. Clairement que ATT, ce qui n'a pas marché pour que son régime tombe de la façon dont on connaît, alors qu'il y avait vraiment des acquis enviables. Non. C'est que le choix des hommes vers la fin ou bien quand... Non. Bon, j'ai dit que le choix des hommes n'est jamais parfait, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de choses, de résultats. Parce que je dis, il y a eu des acquis enviables. Voilà, on a oui. Quand vous regardez le réseau mais tout a routier, croulé. Oui. J'arrive. Quand il y a eu le réseau routier, et quand vous prenez le réseau routier, quand vous regardez le nombre de centres de santé, quand vous regardez le nombre d'établissements scolaires, quand vous regardez le nombre de forages, on n'était pas loin d'atteindre les objectifs du millénium. Donc, il y a eu du travail et il y a un bilan. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des facteurs exogènes. Vous savez l'origine de la crise. Si vous voulez savoir pourquoi ça a chuté et pourquoi nous sommes dans cette situation, il faut remonter en 2011, en Libye. Lorsque on a décidé de liquider Kadhafi et qu'on a détourné la résolution 1973 des Nations Unies qui avait fait simplement un blocus aérien contre les avions de Kadhafi, et que cela a été détourné par Sarkozy et David Cameron avec la complicité... Oui, d'accord. Monsieur le ministre, est-ce que le PDS avait une composante sécuritaire qui puisse empêcher tout ce que vous êtes en train de dire? Comme réponse, face à ces facteurs exogènes. Alors, quand on fait un programme de développement et qu'on est dans une situation de paix, on regarde les facteurs socio-économiques d'abord. Donc moi, j'ai mis l'accent sur les facteurs socio-économiques. Qu'est-ce qui pouvait enclencher un processus de développement socio-économique au Mali? C'est sur ça que j'ai travaillé. Maintenant, les questions de défense, les questions de sécurité étaient gérées par le président. Monsieur le ministre, depuis un certain temps, on annonce votre parti fusionnaire avec l'URD de Soumaïla Cissé. Jusque-là, aucune cérémonie officielle de fusion. Peut-être que ça s'est passé à l'insu du grand jury? Non, je ne suis pas rentré dans l'URD. Alors, je crois que déjà, avec l'URD, il faudrait avoir... On parle plutôt de fusion, hein? Non, j'en arrive. Cette fusion ne s'est pas opérée pour l'instant. Oui. Je voudrais simplement dire qu'il faut avoir une certaine clémence et une certaine patience avec l'URD. C'est un parti qui a perdu son leader, son dirigeant fondateur, il y a moins d'un an. Donc, comme dans une famille, lorsqu'on perd le chef de famille, le temps que les enfants se retrouvent pour essayer de voir comment faire tourner la famille, il y a des difficultés. Donc, l'URD est à la recherche d'une organisation qui puisse survivre à l'après Soumaïla, paix à son âme. Alors, nous, en ce qui concerne la fusion, moi j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que j'avais discuté avec Soumaïla en octobre 2019, après sa libération, qu'on opère cette fusion. Après son décès, quand je suis venu pour les condoléances, j'ai vu un certain nombre de dirigeants de l'URD dont certains étaient au courant. Ils m'ont dit, mais bon, vous avez promis. J'ai dit, je tiendrai ma promesse. Et moi, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, le protocole est prêt. Il y avait une lettre de mission qui a été rédigée. Et moi, j'attends. On peut parler d'accouchement difficile à ce niveau? Alors, il y a... qu'est-ce qui complique aujourd'hui la vie à l'URD? Donc, il y a la personnalité consensuelle de Soumaïla qui n'y est plus. On est à l'approche des élections présidentielles et législatives. Donc, à partir de là, les ambitions s'affichent. Et donc, l'URD n'est pas tout à fait habitué à gérer plusieurs candidatures. Parce qu'il y avait un consensus autour de Soumaïla. Dès lors que Soumaïla n'est pas là, semble-t-il, il y a une dizaine de candidatures. Et quand vous étudiez les statuts de l'URD, il n'y a même pas de possibilité d'organisation de primaires. Il est stipulé clairement que c'est le bureau exécutif national qui choisit les candidats. Comment? Allez-y, Chana, sur ce même chapitre. Oui, chapitre URD, vous êtes aussi peint comme étant un homme brillant, ambitieux, qui voulait venir à l'URD pour être son porte-étendard à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'avec des grosses pointures comme Boubou Cissé, comme Igor Diarra et bien d'autres, vous n'avez pas eu peur et ce qui pourrait
expliquer la lenteur dans la fusion annoncée? D'abord, quand je suis arrivé à l'URD, la première réunion que j'ai faite avec le président, avec les vice-présidents, enfin le président par intérim, avec les vice-présidents, je les ai dit clairement que moi je ne venais pas pour être candidat. Que si Soumaïla Cissé avait été vivant, moi je ne serais pas candidat, je l'aurais supporté comme je l'ai fait en 2018, directement. Et que donc, si Soumaïla n'est pas là, je ne pense pas qu'il y ait aucun candidat valable qui puisse être le porte-drapeau de l'URD. Et que donc moi j'ai suffisamment de respect pour ceux qui ont créé le parti, qui ont travaillé avec Soumaïla, pour venir dire « poussez-vous, moi je prends la place ». La seule chose que je les ai dit, c'est que si maintenant vous estimez que moi je suis la personne qui pourrait vous amener vers la victoire, alors si vous me demandez, ça c'est un honneur que je ne refuse pas. Parce que l'URD ne peut pas continuer à être dans l'opposition. L'URD ne peut même plus être un parti d'appoint. La survie de l'URD passe par une victoire aux prochaines élections. Peut-être pas forcément présidentielle, mais aux législatives pour avoir suffisamment de députés pour pouvoir peser. Ça, c'est extrêmement important pour la continuité. Oui, vous avez assisté peut-être à distance des discussions au sein de l'URD. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Boubou Cissé, Igor, Maître Demba, qui est le meilleur selon vous? Qui pourrait prendre le drapeau de l'URD pour honorer Soumaïla Cissé? Bien malin qui pourrait le dire. Bien malin, parce que je viens de vous dire qu'il n'y a même pas de procédure clairement définie pour choisir. Alors, donc, il y a eu la conférence nationale. La conférence nationale, c'était pour aller vers un certain remembrement. Bon, maintenant, il n'y a pas eu de décision lors de cette conférence nationale. La balle est dans le camp du bureau exécutif national qui a enregistré des candidatures. J'ajoute d'ailleurs que ceci, j'ai bien compris, le bureau national n'avait même pas ouvert les candidatures. C'est-à-dire que dans l'URD, même demain, si vous adhérez à l'URD, vous pouvez aller dans votre section et votre section doit envoyer votre candidature. Même s'il y a d'autres candidatures, la section n'a pas à intervenir. La section peut transmettre 3 ou 4 candidatures et c'est au niveau du bureau exécutif de choisir. Oui. Alors, maintenant, le problème est qu'il y a des actions qui sont menées au niveau de certaines sections d'où ne relèvent pas les candidats. Moi, je ne comprends pas ça parce que ce n'est pas les sections. Ce n'est pas les sections qui décident. D'accord. Vous ne comprenez pas ça, oui. Vous n'êtes pas dans l'URD, mais vous commentez déjà ce qui se passe dans l'URD. On a l'impression que vous êtes déjà là-dedans. Non. Vous suivez de près comment ça se passe. Non, mais bon, alors, bien avant, j'avais des contacts j'ai des amis à l'URD. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que votre adhésion à l'URD ou votre fusion a déjà avorté? De facto. Non, moi, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait mon travail. J'ai honoré mes engagements et je laisse maintenant le soin à l'URD. Et en quoi ont consisté vos engagements? À venir dire qu'on fait la fusion et à dissoudre mon parti. Moi, vous l'avez déjà dissous? Oui, j'ai dissous le parti et je l'ai envoyé. Je comprends maintenant pourquoi vous n'êtes pas indifférent à ce qui se passe au sein de l'URD. Et d'accord, et puis sur cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous proposez comme solution de sortie de cette zone de turbulence qui traverse votre prochain point de chute? Alors, prochain point de chute, c'est Dieu qui décide. On verra bien. Votre point de chute plausible. Si vous voulez. Allez-y. Alors, maintenant, ce que je pense, c'est que l'URD a besoin de cohésion et d'unité. Alors, je crois qu'une des difficultés majeures est qu'il y a eu des candidatures et que le parti, comme je l'ai dit, n'est pas outillé pour choisir ces candidatures. Bon, maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'une élection présidentielle au Mali, ce n'est pas un parti qui te fait gagner. C'est l'équation personnelle du candidat. ATT a gagné sans avoir de parti. Ibeka, quand il est arrivé, le RPM était en 4e position, derrière la demande, l'URD et le PDS. Et la première chose que Ibeka a dit, je ne suis pas le candidat du RPM. Et il a laissé que une petite partie dans sa campagne au RPM.
Donc, ce n'est pas les partis politiques, c'est le choix de l'homme, c'est l'équation personnelle, la capacité de l'homme face aux Maliens. Donc, si maintenant... Il demande votre proposition pour sortir de cette sorte de turbulence. Qu'est-ce que vous proposez? Non, ça, l'URD puisse sortir indemne. Alors, vous vous imaginez... Pas indemne, même s'il est gratigné. Même s'il est gratigné. Vous vous imaginez que je me mette à dire ça au public. Moi, j'ai vu le président par intérim de l'URD, il y a quelques jours, Salikou Sanogo. Salikou Sanogo, je lui ai dit que je suis en train de mener une réflexion à l'intérieur ou à l'extérieur de l'URD pour ce que je pense qui pourrait être une solution de sortie de crise. Donc, bon, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y atteler, mais je vais leur donner mes conseils. Oui. Alors, il y a une chose aussi qu'il faudrait voir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans une formation politique pour être candidat. Absolument. Si moi je décide d'être candidat, je peux avoir suffisamment d'associations derrière moi. Et aujourd'hui, certains disent même qu'il serait bon d'être un candidat qui n'est pas lié forcément à un parti politique. Pour clore ce chapitre. Pour clore ce chapitre, je reviens pour vous rappeler que vous avez dit ici que vous n'avez pas voulu vous montrer faire preuve d'arrogance en disant ce que vous avez trouvé dans la famille. Bousculez-vous pour que moi je me place. Comment vous regardez-vous dans ce cas ceux-là qui ont la prétention d'être le candidat, les halogènes, c'est ce que j'appelle les halogènes, qui ont la prétention d'être candidats. Comment vous voyez leur démarche? Il faut dire les choses clairement. Donc, regarde, non, je ne veux pas indexer, je dis vraiment les halogènes. Voilà, comprendra qui pourra. Ouais. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix. Ils ont pensé qu'ils avaient les qualités requises pour être candidats. Donc, ils se sont présentés à cette candidature-là. Ce n'était pas ma démarche. Donc, c'est leur responsabilité. Est-ce qu'ils ont l'ossature? Oui, ils ont l'ossature. Boubou Cité a été quand même Premier ministre du Mali, il a été ministre des Finances. De l'économie et des Finances, il a une certaine personnalité. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment? C'est à lui de répondre. Et Igor? Moi, je serais à sa place, j'aurais laissé le temps au temps, parce que les plaies ne sont pas encore refermées. J'aurais attendu peut-être 5 ans et ensuite revenir me présenter. Mais dans la foulée comme ça... Et Igor? Igor était un jeune frère que j'aime beaucoup. Il a été un bon ministre de l'économie et des finances. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé à faire... Il a géré les mines aussi comme vous. Oui, je parle de l'économie et des finances. Il a quand même pu réduire la dette intérieure. Et il a même eu les félicitations du FMI. Donc, c'est quelqu'un qui est brillant, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. C'est un jeune frère. Ceci étant, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage pour lui d'occuper encore des fonctions ministérielles, voire la primature, avant de se présenter? D'accord. Bon, ça c'est son choix. Monsieur le ministre, comme un pavé dans la mare, la CEDEAO a mis en exécution ce mercredi sa menace de sanctions individuelles contre certains responsables de la transition. Au moins 149 personnes figurent sur la liste des personnes à sanctionner par la CEDEAO. Que vous inspire déjà ces sanctions? Non, ça fait mal, parce que ça ne fait jamais plaisir de voir son pays sanctionné. Je crois que tout Malien a pris ça avec beaucoup de peine, je dirais. Alors, mais ceci étant, il ne faut pas non plus qu'on pense que nous sommes victimes et qu'on nous est tombé dessus. Le Mali fait partie des pays membres fondateurs de la CEDEAO en 1975, si je ne m'abuse. Alors, nous avons signé la charte. Nous avons signé tous les textes, y compris le protocole additionnel. Donc, il y a, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a une sanction automatique, c'est que le pays est suspendu des instances de la CEDEAO. Et ensuite, il y a un facilitateur qui est nommé, qui essaie de faire en sorte qu'on sorte très rapidement de la transition. Maintenant, si les conditions requises ne sont pas réunies, en ce moment-là, la CEDEAO peut intervenir jusqu'au plan militaire. Je rappelle qu'il y a 3 ou 4 ans, lorsque Yahya Jammeh a été battu, qu'il a refusé, la CEDEAO a demandé à l'ECOMOG, dont l'armée malienne faisait partie, avec les Sénégalais, les Nigérians
et les Togolais. Et ils avaient commencé à rentrer en Gambie, et c'est en ce moment qu'il a jamais accompli et qu'il est parti du pouvoir. Donc c'est nous-mêmes qui avons signé. Nous faisons partie de la CEDEAO. Nous avons pris des engagements. Alors si on ne les respecte pas, il y a des sanctions. Moi je me félicite qu'il ait été, parce que la première fois ça a été trop brutal. Ça pouvait même être mortel pour l'économie malienne. Vous parlez de 2012? Je parle des sanctions qu'ils ont fait après le coup d'État en septembre 2020, si je ne m'abuse, avec la fermeture des frontières. Bon, et là, c'était excessif, parce que les sanctions doivent être proportionnelles. Maintenant, il y a eu le dialogue. Nous nous sommes engagés à faire des élections le 27 février. La CEDEAO reste dans cette posture-là pour dire faites les élections. Alors, on les a expliqués qu'on n'avait pas la possibilité de les faire. Ils ont dit, nous, on maintient cette date-là. Et en attendant, on prend des sanctions contre un certain nombre de dirigeants. En ayant une ouverture, quand même, en ne sanctionnant pas le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a une ouverture pour le dialogue. Maintenant, le seul problème, c'est que le calendrier se bouscule. La prochaine réunion de la CEDEAO, c'est le 12 décembre. Alors que nous, on veut faire les assises nationale de la refondation fin décembre. Et en disant que c'est à partir de là qu'on va déterminer la durée de la transition. Moi, je crois qu'il faut envoyer des signaux forts. Il faut envoyer des signaux forts pour dire que... et puis mener quelques actes. Pourquoi on ne lance pas la révision du fichier électoral? Pourquoi on n'essaie pas de mettre en place un certain nombre de structures qui sont incontournables pour les élections? Au moins qu'on manifeste notre volonté. Parce que c'est un leurre total. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui populiste où les gens, dès qu'on parle même du Mali face à la CEDEAO, on est traité de non-patriotes, etc. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les réalités. Comment voulez-vous qu'il y ait un pays qui est entouré d'autres pays, qui n'a pas d'accès à la mer, qui importe l'essentiel de ses produits de grande consommation, qui est un pays continental, qui importe l'essentiel de ses produits de grande consommation, qui exporte ses richesses? Comment voulez-vous que ce pays puisse faire bande à part? Ce n'est pas possible. Allez-y, Chana, sur ce même chapitre. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure expliqué le processus jusqu'en parlant de ECOMOG. Est-ce que vous pensez que si le Mali reste sur cette ligne dure, nous pouvons voir une armée ouest-africaine intervenir ici à Bamako? Non, je ne pense pas que le Mali soit dans une ligne dure. Parce qu'il y a quand même eu des missions. Il y a eu la mission du ministre de la Défense, Sadio Kamara. À la veille du sommet extraordinaire. Il a été à Abidjan. Il y a le président du CNT qui a été à Ouaga. Bon, on sait aussi qu'il y a la diplomatie secrète. Donc, le Mali n'est pas dans une posture de dire qu'on refuse. Non, je pense simplement que le Mali a un problème sérieux, c'est que le Mali ne peut pas organiser objectivement les élections. Et ça, je pense qu'il faut être d'accord avec le gouvernement là-dessus, parce que beaucoup de nos problèmes sont partis de ça. Regardez le clivage politique, malgré tous les périls qui sont sur le Mali, regardez encore le clivage politique auquel on est confronté. On fait des élections à la va-vite. Si c'est quelqu'un qui a tendance M5 ou autre qui gagne, l'ancienne majorité va contester totalement. Si c'est un ancien de cette majorité qui gagne, les gens du M5 vont contester. Et donc, on est parti encore au lieu que cette élection soit une solution, il y aura une crise post-électorale. Monsieur le ministre, je ne vous comprends pas quand vous dites que le Mali n'est pas sur une ligne dure, qu'auparavant, vous avez dit qu'il faille poser des actes. Si le Mali n'est pas sur une ligne dure, est-ce que vous pouvez nous dire les actions qui ont été posées? La ligne dure, c'est d'attendre les assises nationales surtout. Non, bon, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les actions posées ou les clignotants donnés par les autorités actuelles à l'endroit de la CEDEAO avant le 12 décembre? Je ne suis pas dans le secret des lieux, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc pour le moment, nous estimons que le pays est sur la ligne dure. Ça, c'est votre jugement que je respecte. Moi, je pense plutôt que le Mali, en tout cas, aurait intérêt à chercher à trouver un compromis avec la CEDEAO. Je pense que c'est ça l'intérêt du pays. Et que toute décision qu'on prend, quand on est aux responsabilités, la seule question qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt du Mali, quel est l'intérêt des Maliens. Donc si on interroge ça, on sait que nous avons intérêt à aller vers la désescalade, qu'on arrive à un compromis
avec la CEDEAO pour sortir. Un autre problème au Mali, c'est l'absence aussi de concertation avec, je dirais, certains anciens qui ont une certaine expérience. Personne ne m'a jamais appelé au Mali pour me demander conseil. Prenez le cas de la Guinée. Il y a Wan aussi, l'ancien ministre Wan qui est brillant aussi. Il va falloir qu'on l'invite un jour. On va pas faire. L'ancien ministre, il a occupé l'énergie aussi. Allez-y. Hein? Non, pour dire que personne ne l'a jamais appelé. Il y a beaucoup de personnalités comme ça. Allez-y, monsieur le président. Habib Wan est un des meilleurs macroéconomistes. Il est brillant aussi. Un des meilleurs macroéconomistes maliens que je connais bien. Et je disais donc que moi, je viens, je pars, personne ne m'a jamais appelé. Et ce qui m'amuse, c'est que c'est d'autres chefs d'État qui m'appellent pour me demander mon avis ou pour me confier des missions. Et j'ajoute que si vous regardez bien, en Guinée, j'ai l'impression que Doumbia, là, les actes qu'il pose... Il est beaucoup plus inclusif. Oui, et pourquoi? Parce qu'il a comme conseiller cabinet Komara, l'ancien Premier ministre. Ouais. De l'OMS. Oui, de l'OMS qui a été à Afri-Eximbank, qui est un homme d'expérience. Et moi, je me souviens, lorsqu'il était Premier ministre, moi, je n'étais plus dans le gouvernement. Il m'a fait venir en Guinée pendant une semaine pour que je m'entretienne avec le ministre de l'énergie, le ministre des mines, le ministre de l'hydraulique, pour que ce que j'avais fait au Mali, comment j'avais fait, et de donner des conseils. Il a même organisé un mini-séminaire gouvernemental pour que je puisse m'entretenir avec les membres de son gouvernement. Et c'est lui qui conseille beaucoup la jeune Guinéenne pour éviter certains écueils. D'accord, allez-y. Ok, vous l'avez dit, monsieur le ministre, vous avez été aux responsabilités. Et c'est pourquoi je vous demandais de me dire, d'ores et déjà, en attendant de régler les problèmes avec la CEDEAO, d'ores et déjà, ces sanctions-là infligées à autant de personnalités, le confinement de tout un gouvernement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la vie de la nation? De la nation. Ça joue beaucoup, énormément, parce que d'abord, pour les ministères techniques, c'est inquiétant parce qu'il faut aller chercher les financements à l'extérieur, il faut aller vendre l'image du Mali à l'extérieur. Et si ces ministres ne peuvent pas aller, et je me demande aussi le ministre de l'économie et des finances qui doit aller lever des fonds, notamment dans le marché obligataire de l'UOMOA, qui doit discuter avec la Banque mondiale, le FMI, qui doit discuter avec un certain nombre de bailleurs de fonds comme l'Agence française de développement, etc. S'il est bloqué, comment il va faire? Nous, on a besoin de l'argent des gens. On a dit, mais venez nous voir. Bon, si leur calendrier le permet, ils viendront. Mais il aurait été plus facile qu'on puisse avoir notre liberté de mouvement. Donc, ça impacte. Au-delà de ça, il y a aussi le symbole. Parce que quand tout un gouvernement et tout un organe législatif est bloqué, ça envoie des signaux assez négatifs, notamment au niveau des investisseurs. Donc je crois que... La diplomatie parlementaire bloquée. Voilà. D'accord. Ça fait qu'on ne peut que regretter qu'on en soit arrivé là. Monsieur le ministre, l'organisation des assises nationales continue à nourrir les démons de la division entre acteurs politiques. Comment sortir de cette méfiance entre acteurs politiques? Alors, il est impératif que la commission technique qui a été mise en place et qui est dirigée par Moulay Zini, qui est quelqu'un également qui est très bien. Et il faudrait que vraiment cette commission fasse tout pour discuter, rassurer ceux qui contestent les assises. Je pense que cela revient beaucoup plus au panel. Oui, bien sûr. C'est ça que j'appelle la commission technique. C'est vraiment leur rôle de tout faire pour convaincre et rassurer, pour dire que nous sommes confrontés à tellement de périls. Vous savez, si vous me permettez une parenthèse, nous avons 3 luttes à gérer. Nous avons d'abord une lutte contre les djihadistes, notamment l'organisation de Yali. Nous avons la lutte contre Katiba Massina, nous avons la lutte contre Daesh. Ça fait beaucoup pour le pays. En plus de ça, nous sommes confrontés aujourd'hui à des difficultés entre les communautés. Et pour couronner de tout,
Nous avons signé avec nos frères qui étaient séparatistes à un moment, qui sont autonomistes aujourd'hui, des accords. Et c'est l'accord d'Alger qui a fait taire momentanément les hostilités. Et nous avons du mal à sortir et à mettre en place l'accord d'Alger. Encore un point, c'est que si vous lisez bien l'accord d'Alger, nous avons signé que si une des parties n'appliquait pas l'accord d'Alger, des forces extérieures pourraient venir au Mali. C'est dans l'accord d'Alger. C'est-à-dire que l'Algérie demain peut décider d'intervenir au Mali. C'est nous qui l'avons signé. Donc, il faut que nous assumons nos conséquences. Ouais. Donc, il est important qu'on se mette autour, vraiment que tout le monde essaie de profiter de cette assise-là pour qu'on aille vers une refondation. Comment gagner le pari de l'inclusivité autour de ces assises-là, M. le ministre? D'abord, avec la transparence. Il faut convaincre les autres qu'on n'est pas dans un jeu de captation du pouvoir. Que ce qui compte avant tout, c'est que pour que tu puisses gouverner dans un an ou dans quelques mois, encore faudrait-il qu'il y ait un Mali. 80% quand même aujourd'hui nous échappe. Et que Dieu nous en préserve. On peut se retrouver tout à fait dans un processus de somalisation. Donc il faut que toute la classe politique comprenne que la nation est en danger et qu'on dépasse nos égos. Justement, ces messages doivent être portés par quelle autorité? Le président Assimi ou le Premier ministre? Oui, effectivement, monsieur le ministre, si vous permettez. Allez-y. C'est-à-dire, on sent que le processus est miné par des présomptions de non-sortie de la transition. Est-ce que personnellement, vous sentez sur ces autorités-là une volonté de quitter une cause de lenteur, oui. Pour reprendre Boubé. Oui. Malheureusement. Encore une fois. En tant que politique, acteur et technicien. Ouais, possiblement candidat aux futures élections, donc intéressé, est-ce que vous sentez qu'on traîne les pieds, oui. Ouais, effectivement, une volonté de quitter la transition? Alors, il est difficile pour moi de me prononcer parce que je n'ai jamais rencontré le président Assimi pour échanger avec lui et savoir je pense que tout le monde dit qu'il est bien. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'en juger par les actes posés jusqu'ici. Les actes posés jusqu'ici ne me permettent pas de dire que nous sommes vers la fin de la transition. Comme je l'ai dit, nous avons des difficultés pour organiser les élections. On se presse pour en sortir. Parce qu'il y a une volonté, vous sentez une volonté d'en quitter, pas d'aller vers la fin, mais une volonté au moins d'en quitter. Vous avez évoqué ici qu'effectivement, il y a des facteurs rationnels pour lesquels les élections ne peuvent pas s'organiser à date. Ça, c'est une évidence. D'accord, c'est vrai, c'est une évidence, mais à quelle date est-ce qu'on est en train de poser des trucs pour rattraper le temps perdu? La volonté politique. Ouais. La volonté politique. Pour moi, dans tous les cas, nous ne pouvons pas dépasser le cap 2022. Ça, si on peut encore arriver à convaincre la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, le reste de la communauté internationale pour dire que nous avons un retard et que nous pourrons organiser, c'est une proposition, les élections au dernier trimestre 2022, ce qui laisse quand même une certaine marge de l'organiser en octobre ou en décembre. Mais le cap psychologique de 2022, ce serait la catastrophe. Bon, est-ce que vous pensez que le volume de la refondation, le volume des réformes préconisées par cette refondation permettent de les organiser dans ce cap-là? Je ne crois pas que le gouvernement ait l'ambition de dire que tout ce qu'il a mis dans son programme, dans son plan d'action, pourrait être réalisé durant la transition. C'est qu'il y a une bonne partie qui sera mise en place. Donc, je crois qu'il faut mettre le focus sur l'organisation des élections. Et qu'il est important que nous puissions en arriver à proposer un chronogramme réaliste à la communauté internationale. Sur les assises. Oui, les assises, fondamentalement, les assises, ce sont les élections, c'est la sortie de la transition. Oui. Je pense qu'il faut une volonté politique affirmée, réaffirmée, pour sortir de cette transition et avec un chronogramme clair et précis des actions à poser. En janvier, nous allons faire ça, en février, ainsi de suite. Mais depuis l'avènement du gouvernement, il n'y a pas eu d'acte concret
en direction de la CEDEAO qui demande la tenue des élections en février 2027, ce qui fait que vous pensez vous-même, selon vos explications, que les sanctions actuelles se justifient. N'est-ce pas, monsieur le ministre? En tout cas, ces sanctions sont prises dans le cadre des textes de la CEDEAO, dont le Mali est signataire. Maintenant, il faut aussi rappeler que le gouvernement a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Ah non, le gouvernement est en train d'atteindre vraiment le même temps que son précédent avait eu, hein, puisqu'ils sont déjà au 6e mois. Le précédent était à 8 mois quand on les dégageait. Il reste 2 mois pour atteindre le même temps que le... Et il s'était engagé à organiser les élections en février. Allez-y. Je vais répondre. Vous savez, quand on a été dans les affaires gouvernementales, on comprend les difficultés. Alors, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a intérêt à ce que tout soit fait pour sortir le plus rapidement de la transition. Ça, c'est l'intérêt du Mali. Et il faut qu'on le fasse. Maintenant, les problèmes techniques, il faut les discuter avec toutes les formations politiques. Les acteurs. Les acteurs, pour qu'il puisse y avoir un consensus et que les décisions qui seront sorties soient respectées par tout le monde. Si nous voulons des élections apaisées, si nous voulons des élections où il n'y aura pas de contestation, le prix est d'arriver à convaincre tout le monde pour qu'on s'assied autour de la table, en appelant à la sensibilité patriotique de tous les dirigeants, parce que c'est le Mali qui est en danger. Le Mali est en danger, il ne faut pas se cacher la face. Le Mali est en danger. Et donc, vous savez, quand on discute de ces questions-là, et que on interroge les parents qui sont au village, ils rigolent, hein, parce que leur problème à eux, c'est pas... Vous savez que plus de 90% des Maliens ne savent pas qu'est-ce que c'est que la CEDEAO. Et pour moi, les problèmes réels du Mali, on n'a même pas l'occasion de les aborder. J'espère que j'aurai 2 ou 3 minutes aujourd'hui pour qu'on puisse poser un certain nombre... Peut-être très rapidement, allez-y. Les problèmes du Mali? Oui. D'abord, il y a notre croissance démographique. Nous sommes 22 millions. Dans 5 ans, on va dépasser les 30 millions. Et nous sommes dans une situation de réchauffement climatique où malheureusement nous risquons d'avoir des sécheresses qui reviennent. Et notre système de production ne nous permet pas de nourrir cette population. Pourquoi? Très rapidement, dans l'histoire des sociétés humaines, il y a toujours eu un équilibre entre 3 facteurs essentiels. Il y a le nombre des hommes qui détermine le niveau des besoins. Il y a la disponibilité des ressources naturelles, que ce soit les terres, que ce soit l'eau, que ce soit les arbres, etc. Et il y a les techniques de production. Nous, comme on n'était pas nombreux, on a des techniques de production primaires, la houe et la daba. Encore aujourd'hui, les 2/3 des agriculteurs maliens utilisent la houe et la daba. À partir du moment où il y a un des facteurs d'équilibre qui se met à augmenter, notamment le nombre des hommes et donc le nombre des besoins qui s'élèvent, on a surexploité les ressources. Moi, j'ai fait un livre dans les années 90 où je parlais des problèmes de désertification qui s'appelle le bois énergie au Sahel, où je disais que tant qu'on n'est pas arrivé à rétablir cet équilibre-là, notre productivité agricole va peser parce qu'on coupe trop d'arbres pour faire place aux champs. Et maintenant, on a surexploité les ressources. Les terres ne sont plus fertiles. Et en même temps... L'agriculture extensive. Et avec cette agriculture extensive, on a du mal à se nourrir. D'où l'importation. Maintenant, la seule façon de pouvoir agir, et c'est arrivé à l'Europe du XVIe siècle, c'est de jouer sur les techniques de production. Et pour jouer sur ces techniques de production, ce que les géographes appellent le temps de l'espace infini, il faut améliorer la productivité. Déjà, si on arrivait à donner une charrue, 2 bœufs à tous nos agriculteurs, en les donnant après, et la BNDA, au lieu donner des milliards à des importateurs de maïs, de choses, que la BNDA accorde des prêts sur 5 ans à nos agriculteurs pour qu'ils utilisent, qu'ils fassent la culture attelée. Non, vous parlez de problème de fond. Sauf qu'il ne nous reste que 2 minutes avant de Chana. Peut-être votre dernière question. Ma dernière question, pour revenir à la situation, à la crise du Mali. Certains préconisent à court terme pour résoudre cette crise un nouveau gouvernement
avec ou sans Choguel, et l'élargissement de la base du CNT. Vous parlez du mémorandum du parrainage. Bon, non, je ne fais pas référence au parrainage. Au-delà du parrainage, avant que le parrainage le dise, certains pensent la même chose. Est-ce que vous partagez ces propositions de sortie de crise à court terme? Un gouvernement plus inclusif et l'élargissement du CNT à des associations et formations politiques représentatives. Si ça peut amener tous les partis politiques à se mettre d'accord, pourquoi pas? Il faut chercher une solution consensuelle. Il faut chercher une solution qui arrange tout le monde et qui met tout le monde à l'aise. De façon à ce qu'on se mette à dialoguer et qu'on trouve des solutions. Donc, si c'est la solution, oui. Allez-y, Abdraman. Oui, la solution avec Choguel. Avec Choguel ou sans Choguel. Allez-y, Abdraman. Oui. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce que vous attendez des assises? Moi, je pense simplement que ce qui est important au niveau des assises, c'est d'admettre un argument pour que tous les Maliens se retrouvent autour de la table. Ce qui va sortir des assises ne seront pas très différents de ce qu'on a vu avec le DNI. Le DNI, absolument. Donc, le problème du Mali, ce n'est pas les bonnes résolutions, c'est l'application de ces résolutions. Non, il y a de fortes présomptions que les assises accouchent également d'un temps imparti à la transition qui irait peut-être au-delà du cap que vous avez. Une prorogation, oui. Mais ce n'est pas moi qui décide des assises. Moi, je fais ma proposition et si je participe aux assises, je dirais, soyons réalistes, ne dépassons pas le cap de 2020. De 2022. Ça, ce serait ma proposition. Maintenant, s'il y a une majorité qui décide autrement, ça, ce serait leur responsabilité. Monsieur le ministre. Des mots, vraiment. Allez-y. Je voudrais vraiment qu'au Mali, on pense beaucoup à la qualité des hommes. Parce qu'un des grands problèmes du Mali, quand on compare avec d'autres pays, c'est qu'il faut qu'on sorte de dire je prends celui-là parce qu'il est un parent, je prends celui-là parce qu'il est un ami. Il y a un certain nombre de postes clés qu'il faut donner à des techniciens. Vous allez dans les pays qui marchent, vous allez voir le ministère de l'économie et des finances, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des transports, des infrastructures, etc. Et l'économie numérique, ce sont des techniciens. Mais nous sommes en démocratie, c'est pour le parti majoritaire. Le parti majoritaire peut chercher ailleurs les compétences. Et ailleurs. Et je vais citer Mandela pour terminer. Mandela disait que lorsqu'un homme politique arrive au pouvoir, il va chercher à s'entourer de gens qui lui sont loyaux. Des gens dont il sait que ce qu'il va leur demander, ils le feront. D'accord? Mais qu'un homme d'État, lui, va chercher les compétences partout où elles se trouvent. Même si ces gens ne sont pas tout à fait d'accord avec sa personne, l'essentiel est qu'ils aient une vision partagée. D'accord. Chana, s'il vous plaît, oui. On va... Oui. Par rapport à la compétence, sauf que le Togo s'est fait... a pris un Sénégalais. D'accord. C'est le Bénin. Monsieur le ministre, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. J'ai écouté avec une très grande attention à notre invité. Très honnêtement, j'étais séduit par les idées, séduit par les propositions, séduit par les réponses apportées aux questions sans porter de gants, sans tomber dans la langue de bois. Il a eu le courage de dire ce qui ne va pas. Il a eu le courage de dire aussi ce que la transition doit faire. Et il a invité la transition à aller vers la désescalade avec la CEDEAO. Je pense qu'il a joué sa partition en tant qu'intellectuel, en tant que patriote. Il a joué sa partition. Et je pense qu'il est très difficile, Monsieur le Président, de condamner un cadre aussi brillant que lui et qui a le courage. Abdelman, vous aurez la parole. Qui a le courage de ses idées et qui formule des propositions pertinentes. Monsieur le Président, je vous demande de l'acquitter. Bien noté, Chana. Abdelman. Effectivement, vraiment, j'ai été tout aussi émerveillé par son approche, une approche très responsable des questions.
une approche d'homme d'État. Il faut le dire vraiment, il m'a prouvé aujourd'hui que il n'est pas dans les considérations subjectives dans ses approches. Et à cela s'ajoute, comme l'a dit Chana à côté, le courage d'exprimer certaines positions par rapport à certaines choses, puisqu'il pense qu'en réalité, il faut être objectif par rapport aux situations. Et j'adhère vraiment à la position de Chana de l'acquitter de toutes les charges, de l'élargir. Voilà. Quand les esprits se rejoignent, la décision est vite prise, monsieur. Même quand les esprits ne se rejoignent pas, ta décision est prise. On lui facilite la tâche. Oui, monsieur le ministre, vous êtes libre des liens de l'accusation. Par conséquent, le jury a décidé à l'unanimité de vous acquitter, Nderemou. Moi, j'aimerais bien avoir l'occasion d'être invité une fois que tout ça sera réglé pour qu'on réfléchisse sur les problèmes réels du Mali. Parce que les problèmes réels du Mali, on n'a pas l'occasion d'en parler. Oui. C'est le problème de l'emploi des jeunes, c'est le problème de la faible productivité de l'agricole, c'est l'absence d'infrastructures, etc. Et ça, il faudrait qu'on les aborde et qu'on essaie d'apporter des solutions. En attendant, nous allons mettre un terme à cette émission. Notre invité était Dr Ahmed Sow, ancien ministre, homme politique, expert international. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Kati, la ville garnison du Mali.